Eh bien, nous accueillons Sabine Lipovetsky qui va nous parler de... Alors, tout à l'heure, on en a parlé. Moi, je dis toujours la RGPD. Et je l'entends beaucoup. Je dis la RGPD, ça sort naturellement. Et en fait, quand j'ai vu ta présentation, j'ai vu le RGPD, je me suis dit, mais non, ça me choque. Mais en fait, non, c'est toi qui as raison. Oui, en fait, Puis ça tombe bien, tu es la spécialiste. voilà. En fait, j'ai raison, parce qu'on parle d'un règlement. Exactement. Et on pense à réglementation, on pense à loi, on pense à directive. Exactement. Donc Moi, je pensais la c'est en loi. général féminin, et là, il se trouve que c'est masculin. Donc c'est bien le règlement général sur la protection des données personnelles, ou General Regulation on Data Protection. Bon, en l'occurrence, comme on parle français, donc on parlera de RGPD aujourd'hui. Et il s'agit en fait d'un instrument d'application directe dans tous les États membres de l'Union européenne. Et donc, c'est un type de réglementation qui n'est pas forcément courant et qui est adopté dans des circonstances telles que celles qu'on va examiner aujourd'hui. Tout à fait. Donc, toi, Sabine, tu es avocat associé, je crois. Oui, c'est bien cela. Et effectivement, on va faire un petit bilan avec toi de ce RGPD. C'est difficile à dire, moi j'ai encore dire 7. Hein. Ce RGPD, 3 mois, ça fait quoi? 3 mois Avec et plaisir. une semaine qu'il est mis en place. Oui, oui, un petit Eh ben, écoute, on va te laisser nous dire où est-ce que l'on en est et ce que ça nous a pour l'instant apporté. Très bien. Alors tout d'abord, le 25 mai 2018 est derrière nous et le monde ne s'est pas effondré. Il ne faut pas penser que parce que l'entreprise n'est pas en conformité, voilà, tout est perdu. Heureusement, en fait, la CNIL a une approche assez pragmatique. Elle s'intéresse en fait finalement à la connaissance de l'entreprise, à sa volonté de se mettre en conformité, aux actions qui ont pu être initiées et non pas à une conformité à 100%. Donc je tenais à dire cela avant de commencer cette présentation. C'est bien, je pense que tu as raison. Je commencerai la présentation en évoquant le champ d'application du RGPD. C'est un premier changement, puisqu'en fait, on avait une réglementation locale, la loi informatique et liberté, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appliquera en fait en complément du RGPD. On a aujourd'hui un règlement qui est donc d'application directe dans les États membres de l'Union européenne et qui a pour objet de réglementer tout traitement de données personnelles. Les données personnelles, c'est toute donnée identifiante, donc toute donnée qui se rapporte directement ou indirectement à une personne. Donc dès que vous voyez une information qui peut se rapporter à une personne, c'est de la donnée personnelle. Une donnée personnelle n'est pas nécessairement un nom accompagné d'un prénom. Donc, si, par exemple, il y a un matricule composé de numéros qui renvoie à l'identité d'une personne, qu'on peut retrouver en fait l'identité de cette personne, c'est une donnée personnelle. Donc, c'est une première précision utile, puisqu'en fait, finalement, toute entreprise sera concernée par le RGPD. Le champ d'application territoriale, c'est un point important, puisque toute entreprise donc, localisée dans l'Union européenne sera concernée, mais pas seulement. Les entreprises qui seraient donc, localisées à l'extérieur de l'Union européenne, mais qui proposeraient des services à l'attention des résidents européens, sera également concernée par le RGPD et devra donc se conformer aux dispositions du RGPD. Ce qui veut dire que le champ d'application territoriale est bien plus vaste et que certaines entreprises qui pensaient pouvoir s'affranchir des dispositions plus protectrices en matière de protection des données personnelles ne pourront plus le faire. Il y a aussi un principe de guichet unique ou one-stop shop pour simplifier un petit peu les démarches. Il y a une sorte de centralisation, c'est-à-dire qu'on désigne une autorité de contrôle chef de file. Quand il y a, par exemple, ça nous intéresse aujourd'hui, on parle de marketing automation, donc on peut fournir du service évidemment dans différents pays et pas seulement en France. On peut viser des consommateurs dans différents pays. Et donc il y a une volonté de simplifier un petit peu les échanges avec donc là où les autorités de contrôle.
Donc une autorité de contrôle prend le lead et donc va pouvoir coordonner un petit peu les actions qui seraient prises dans une perspective de conformité. Je rappelle tout de même qu'une autorité de contrôle, donc c'est une autorité qui a pour charge de veiller au respect donc, de la réglementation en matière de protection des données personnelles, comme la CNIL en France. Un grand principe qui ressort de toute la réglementation à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, c'est la responsabilisation des acteurs. Donc si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, retenez qu'il y a une responsabilité beaucoup plus forte à la charge des entreprises, que l'on considère comme sachante d'emblée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas la réglementation, qu'elle est trop compliquée, qu'on ne sait pas ce qui se fait au sein de l'entreprise. Donc il y a une volonté d'imposer aux entreprises, donc de maîtriser tous les enjeux en matière de protection des données personnelles, et ce, à tous les niveaux de l'entreprise. Donc ce n'est pas seulement au niveau juridique que ça se passe. Aujourd'hui, toutes les strates de l'entreprise sont concernées, du service informatique au service RH, au service marketing, au service juridique, tout le monde est concerné. Et donc, il y a une nécessité finalement de faire circuler l'information et que donc, l'entreprise parvienne à un niveau de connaissance suffisant pour maîtriser les enjeux, les risques et les actions nécessaires en matière de protection des données personnelles. Parmi les points sur lesquels je souhaite attirer votre attention aujourd'hui, donc c'est le privacy by design. Donc là, il y a une petite erreur de frappe. Donc c'est privacy by design et non pas be design. Privacy by design, donc c'est un des nouveaux concepts véhiculés par le RGDP. Cela veut dire que dès la conception du système d'information, dès la mise en œuvre du système d'information, il faut veiller et s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la protection des données personnelles. C'est-à-dire ne pas s'y intéresser après coup. Donc, au moment où finalement il va y avoir, par exemple, le service achat de l'entreprise ou vous souhaitez mettre en place une nouvelle technologie, vous allez devoir, dès le départ, donc, vous intéresser à la problématique données personnelles, ce qui veut dire demander, par exemple, au fournisseur d'une solution quelles sont les garanties, qu'est-ce qui a été mis en place, etc. De manière à ce que on puisse savoir ce qui se passe en termes de pseudonymisation ou d'anonymisation, puisque la durée de conservation des données est limitée dans le temps. Donc, il faut pouvoir faire évoluer donc la donnée dans le temps. Il faut pouvoir préserver donc, la confidentialité, l'intégrité des données, veiller donc, à la résilience, à la disponibilité des données, et donc mettre en place des moyens pour permettre de rétablir, donc, par exemple, l'accès aux données, le limiter également, et veiller donc, à ce qu'il y ait des analyses, des évaluations qui soient faites dans le temps pour vérifier l'efficacité des mesures. C'est un véritable plan d'action. Donc, en premier lieu, au niveau du service informatique, il faut que ces grands principes-là soient pris en compte. Le deuxième principe majeur qui ressort du RGPD, c'est ce qu'on appelle l'accountability. Accountability, donc dans le sens de la responsabilisation de l'entreprise, c'est qu'il faut tenir un registre des traitements de données effectués au sein de l'entreprise, avec un descriptif donc, de ces traitements de données. Donc, un traitement de données correspond à une finalité. On va décrire d'ailleurs ce qui était fait dans les formalités préalables, puisqu'en fait, ce nouveau principe de registre vient remplacer en grande partie donc l'obligation de faire des formalités préalables. Vous avez peut-être donc fait des formalités préalables, des déclarations auprès de la CNIL, des demandes d'autorisation dans certains cas. Donc aujourd'hui, il y a une simplification. Il y a de moins en moins de formalités imposées auprès de la CNIL, mais le pendant, c'est que l'entreprise doit tenir un registre assez complet
des traitements qui sont effectués au sein de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'en cas de contrôle de la CNIL, elle va s'intéresser en premier lieu à ce fameux registre et regarder donc ce qui est déclaré par l'entreprise. Troisième point majeur concernant la responsabilisation des acteurs, c'est tout ce qui concerne les relations entre responsables de traitement et sous-traitants. Avant le RGPD, c'était assez simple. On avait un responsable de traitement, c'est-à-dire une entité qui détermine les moyens et les finalités d'un traitement, donc qui est un peu décisionnaire, qui va dire ce pourquoi finalement il y a un traitement de données, et puis un sous-traitant qui va quelque part exécuter les instructions du responsable de traitement, avec une responsabilité du responsable de traitement à l'égard des personnes et une responsabilité du sous-traitant limitée à ce qui est prévu dans son contrat avec le responsable de traitement. Donc, ces définitions-là sont toujours applicables. On peut continuer à appliquer les critères du G29 concernant donc, la qualification du sous-traitant. Donc, on va s'intéresser à son expertise, au niveau des instructions qui sont données, donc à la façon dont il interagit avec le responsable de traitement. En revanche, oui, j'en reviens juste un petit peu en arrière, mais le temps passant vite, j'essaye de condenser mes propos. Donc oui, l'exemple type, c'est une société qui fait appel, par exemple, à une société de gestion en matière de ressources humaines, gestion de l'AP, par exemple. Donc la société qui fait la gestion de l'AP, une entreprise comme ADP, par exemple, donc, va intervenir en qualité de sous-traitant. Et le responsable de traitement restera l'employeur, celui qui définit ses besoins et qui détermine aussi les moyens. Donc, à savoir, l'entreprise va choisir l'outil qui va être utilisé. Un exemple en matière de responsabilité conjointe, c'est-à-dire deux responsables de traitement qui interviennent, par exemple, sur une même plateforme, c'est l'entreprise qui fournit un service un petit peu indépendant sur une plateforme qui fait de la vente en ligne. La responsabilité du responsable de traitement, elle est très vaste, donc elle englobe à peu près tout. Là, j'ai cité quelques exemples sur la slide, mais en réalité, on considère que s'il y a un problème, c'est le responsable de traitement qui est responsable en premier lieu. Tant au niveau de la sécurité que de l'information des personnes, que la collecte du consentement, que la mise en place des politiques nécessaires pour le traitement des données personnelles. La responsabilité du sous-traitant, elle, va être beaucoup plus importante, puisqu'aujourd'hui, l'article 28 du RGPD donc, impose donc de prévoir des obligations assez fortes à la charge du sous-traitant dans le contrat de sous-traitance. Donc, pensez que s'il y a un contrat de prestation de service qui est mis en place, il y a nécessairement des clauses à reproduire qui sont impératives et qui émanent donc du RGPD. Et donc ces clauses sont décrites très précisément à l'article 28 du RGPD, décrivent la façon dont le sous-traitant doit intervenir, et ce, de manière à préserver donc, la protection des données personnelles. Si le sous-traitant fait mal, s'il agit mal, le responsable de traitement reste responsable, mais le sous-traitant peut être responsable à l'égard des personnes de la même manière que le responsable de traitement. Ce qui veut dire que ça implique à la plus grande vigilance, c'est que chaque acteur est très intéressé par la conformité de l'autre, en fait, de ses partenaires. Donc dès qu'il y a une relation de partenariat, de prestation de services, il faut s'intéresser à ce qui est fait par l'autre, et en fait ça pourrait être reproché par la CNIL. Aujourd'hui, la CNIL, dans ses contrôles, donc, ne se contente pas du fait qu'il y a un contrat signé entre deux entités. Elle va rechercher si en fait, l'entreprise A qui contracte avec l'entreprise B a suivi ce qui se faisait chez l'entreprise B. Donc, vérifier que les mentions obligatoires soient présentes et aussi bien penser à toutes les clauses qui permettent de limiter contractuellement la responsabilité. Il y a aussi des procédures à mettre en place, et ça c'est nouveau, donc ça émane du RGPD,
pour notifier les violations donc en matière de protection des données personnelles et donc des violations qui sont susceptibles d'engendrer des risques pour les personnes. Donc là, on doit notifier tant à l'autorité de contrôle dans un délai de 72 heures que communiquer donc à la personne concernée ces violations. Donc la responsabilité est plus forte et il y a également de nouvelles obligations à la charge donc des responsables de traitement. Le RGPD, bien évidemment, n'a pas réinventé la protection des données personnelles et a renforcé certains principes. En premier lieu, donc, le consentement des personnes. Donc ça, c'est une problématique récurrente et donc les responsables de traitement voient un peu leur vie compliquée par le RGPD puisqu'aujourd'hui, il est très clairement dit que le consentement implicite n'est plus possible. Donc en fait, il faut vraiment une démarche active de la part de la personne dont les données sont collectées pour qu'on considère que en fait, le traitement est possible, le traitement de ces données est possible. La charge de la preuve incombant toujours au responsable de traitement, donc il faut aussi conserver les preuves de ce consentement. Donc matérialiser le consentement des personnes. Évidemment, donc les problématiques se posent beaucoup quand on utilise des traceurs type cookies, SDK, parce qu'on voit que donc, très souvent, il y a des acceptations implicites. Donc là, il y a une véritable complexité concernant l'application de ces principes. L'information des personnes qui accompagnent donc le consentement obligatoire est également renforcée. Donc là, je ne vais pas revenir dans le détail sur chacune des informations préalables, mais vous voyez, c'est sur 2 pages. Voilà. Vous voyez que donc c'est quand même assez lourd. Sur la première slide, vous voyez que les premières mentions sont des mentions qui émanent de la loi informatique et liberté et de la loi pour une république numérique. Donc en fait, on rajoute des strates au fur et à mesure. Et le RGPD a rajouté donc la mention obligatoire relative à la durée de conservation, a rajouté aussi en fait la mention de nouveaux droits qui résultent aussi du RGPD, droit à l'effacement, droit à la portabilité des données, droit de retirer son consentement à tout moment. Il faut mentionner aussi la base juridique du traitement. Donc, est-ce que c'est fondé sur un consentement? Est-ce que c'est fondé sur l'exécution d'un contrat? Mentionner les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles. Mentionner l'existence d'une prise de décision automatisée, type profilage, quand c'est fait. Donc ça paraît extrêmement lourd, mais bon, c'est malgré tout assez facilement gérable. Encore faut-il donc connaître toutes ces exigences des textes. Les droits des personnes sont renforcés, donc de nouveaux droits sont instaurés, droit à l'oubli, droit à la portabilité des données. Donc on a le droit à l'oubli, c'est facile, c'est que on ne peut pas en tant que responsable de traitement conserver ces données dans le temps de manière illimitée. Le droit à la portabilité des données, il est possible donc d'obtenir une récupération des données qui sont traitées pour pouvoir les transmettre à un nouveau responsable de traitement. Donc on peut l'exiger de la part d'un responsable de traitement, qui est par exemple une société informatique et qui hébergerait des données personnelles. Donc on peut exiger la restitution de ces données-là pour pouvoir les réexploiter d'une manière différente, donc avec une autre société. Il y a aussi un droit à la limitation, donc bon, c'est très complémentaire du droit à l'oubli, avec donc une obligation de limiter dans le temps la conservation des données, et donc ce qui implique de mettre en œuvre des mesures type pseudonymisation et anonymisation. Le responsable de traitement a également l'obligation de justifier des mesures qui sont prises pour permettre l'exercice des droits et doit le faire dans des délais plus brefs que ça ne l'était auparavant. Donc on est passé de 2 mois à 1 mois, donc ça passe assez vite et il faut pouvoir répondre, permettre un accès aussi à la personne, aux données qui la concernent et pouvoir expliciter ce qui est fait, donc ce qui n'est pas forcément
si évident, et notamment dans les grosses entreprises. Alors, bon, je passerai assez vite. Je voulais juste mentionner que concernant le cookie, donc on a une réglementation qui n'est pas spécifique. Le RGPD ne traite pas le cas particulier du cookie. Et donc, on est dans une sorte de phase transitoire parce qu'on attend un autre règlement, donc e-privacy. Et donc là, c'est plus facile. Et ce règlement e-privacy, donc, a priori, ne sera pas adopté avant 2019. Et lui donc, prévoit des dispositions précises sur le cookie, et en particulier donc, sur la problématique du consentement. Donc ça c'est très important. Donc, dans le monde du marketing automation, ça rajoutera certainement un niveau de complexité et de nouvelles obligations concernant donc, ce qui peut être fait en termes de dépôt de cookies. Alors, je passe très vite sur ces slides. Les outils de conformité qui peuvent être mis en place aujourd'hui, je tenais à vous faire tout de même cette présentation. On a parlé de la tenue d'un registre des traitements mis en œuvre. Donc ça, c'est le premier élément. Mais il y a d'autres outils très importants dans le cadre d'une mise en conformité RGPD. Donc on parlera de la documentation contractuelle, des procédures internes, du DPO. Donc ça, c'est un point très important. Des analyses de risque ou d'impact de vie privée. Donc là, il y a un autre acronyme qui est utilisé, qui est PIA, pour Privacy Impact Assessment, et ça, c'est au masculin aussi. Et des codes de conduite, certification et labels. Et donc ça, tout ça, c'est en cours, mais ça sera également très important, puisque ça sera un moyen de montrer sa conformité. Le registre des activités de traitement, donc c'est une obligation pour le responsable du traitement et les sous-traitants. Alors, dans plusieurs cas, soit donc, pour les entreprises qui ont un nombre de salariés donc, de 250 personnes ou plus, et quand le traitement présente des risques, donc, soit parce qu'on parle de données sensibles, soit parce qu'il y a donc, un volume important de données traitées. Donc, la plupart des sociétés d'ailleurs seront concernées et il faudra donc veiller à avoir ce registre des traitements. Vous avez dû recevoir un nombre incalculable d'emails concernant les mises à jour de politiques, voire des demandes de consentement sur de nouvelles chartes en matière de protection des données personnelles. Donc, vous avez dû être saturé de ce genre d'emails. Donc, soit c'est une simple information, parce qu'on considère en fait que les données personnelles sont traitées dans le cadre d'un service qui a été souscrit donc, par la personne, soit on vous demande votre consentement parce qu'on n'a pas tellement obtenu votre consentement et qu'on fait de l'exploitation marketing de vos données. Donc, auquel cas, c'est bien de se mettre à jour pour pouvoir continuer à exploiter et d'obtenir ce qu'on appelle un opt-in. Donc, on optimise la base. Et ça, c'est au vu des obligations posées par le RGPD. Donc, il faut veiller à obtenir cet opt-in. On veillera aussi à mettre en conformité donc, tous les contrats, puisque donc, au vu des mentions obligatoires que vous avez vues et au vu des obligations qui sont imposées en matière de sous-traitance, je dirais que la plupart des contrats qui impliquent des flux de données seront concernés. Donc il faudra veiller à soit faire des avenants, soit à faire de nouveaux contrats avec vos partenaires. Et si vous avez des clients ou des prestataires qui sont d'une envergure, je dirais, assez importante, vous avez certainement dû recevoir de la documentation dans la perspective d'une mise en conformité RGPD. Donc des avenants, des nouvelles chartes, etc. Vous avez dû certainement recevoir ce type de documentation.
parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc c'est une obligation. S'ils ne le faisaient pas, ils seraient responsables et pourraient être sanctionnés. Donc ça fait partie des premières actions très importantes que tout responsable de traitement doit mener. Il faudra aussi mettre en place des procédures appropriées concernant donc, la notification des failles de sécurité. Et la CNIL propose pour cela des outils. Sur son site internet, vous verrez, donc, il y a des lettres types pour décrire les failles. Donc, moi, j'invite mes clients à utiliser ce qui est mis à disposition de la CNIL. Et ça ne présente pas un niveau de complexité particulier. Mais encore faut-il le faire et mettre en place ces procédures internes au sein de l'entreprise. Enfin, donc ça c'est un sujet très compliqué, mettre en place donc, la politique de conservation des données. Et ça c'est un vrai casse-tête. Il faut déterminer en fait les durées de conservation des données. Ça c'est pas nouveau, hein, c'est pas un principe nouveau posé par le RGPD, mais les sanctions et les nouveaux droits qui sont instaurés par le RGPD conduisent en fait les entreprises aujourd'hui à s'y intéresser. Très honnêtement, très peu d'entreprises s'y intéressaient dans le passé. Donc découvrent finalement des obligations qui ne sont pas nouvelles. Et donc c'est très compliqué pour toute entreprise de détruire la donnée ou de la modifier dans le temps, en fait, de se dire qu'on perd de la donnée. Et de définir des cycles de vie des données qui vont être différents d'un service à un autre, parce qu'en matière de RH, on ne va pas conserver de la même manière que en matière marketing, que donc à des fins informatiques, par exemple. Donc, pour chaque finalité de traitement, on va définir une durée de conservation différente et on va devoir définir un cycle de vie de la donnée, avec des archives courantes, des archives intermédiaires, et donc une organisation de la donnée dans le temps. Donc ça, c'est un travail conjoint du service informatique, du service juridique, avec un accompagnement potentiel d'un expert en matière d'archivage. Mais ça, alors ça fait partie des actions que la CNIL considère comme prioritaires. Le délégué à la protection des données personnelles, c'est en quelque sorte le successeur du SIL, correspondant informatique et liberté. Et son rôle est plus précis et sans doute plus important. Alors, le correspondant informatique et liberté, donc il n'y avait pas d'obligation pour l'entreprise d'en désigner un. Aujourd'hui, donc il y a une obligation de désigner un DPO, un délégué à la protection des données, dans certains cas. Donc, en premier lieu, si la loi nationale le prévoit, pour les traitements de données sensibles et aussi pour les traitements à grande échelle. Mais en tout état de cause, donc, la CNIL recommande très fortement la désignation d'un DPO parce que c'est un gage de conformité. Donc, il y a un vrai intérêt pour les entreprises à désigner un DPO. En quelques mots, un DPO, c'est le chef d'orchestre de la conformité. C'est celui qui va veiller à informer, faire circuler l'information, à former les personnes au sein de l'entreprise, veiller donc à ce que les actions nécessaires soient prises. Ce n'est pas le responsable de la conformité. Attention, l'entreprise reste responsable. Mais c'est le chef d'orchestre. Et il va coordonner les différents départements de l'entreprise. Il va avoir un rôle très pivot pour s'assurer qu'on va dans le bon sens de la conformité. Et c'est pour cela en fait, que la CNIL préconise que les entreprises désignent un DPO, qui peut être d'ailleurs soit un employé de l'entreprise, soit une personne tierce, parce que elle sait que si un DPO est désigné, quelque part, l'entreprise va dans le bon sens. Donc le DPO externe, ça peut être par exemple un cabinet d'avocats. Si c'est un employé, attention,
il faudra respecter des principes importants d'indépendance, de neutralité. Donc un directeur juridique, un DSI, un dirigeant de l'entreprise ne peuvent pas être des PO. Donc c'est souvent très compliqué dans une entreprise de trouver en fait la personne voilà, compétente et qualifiée et qui peut intervenir en toute neutralité. Alors, d'après les chiffres qui ont été donnés par la CNIL, il devrait quand même y avoir 100 000 sociétés qui auraient désigné un DPO, donc pour l'année 2018, donc ce qui n'est pas si mal. Autre principe posé par le RGPD, c'est donc l'analyse de risque ou impact sur la vie privée. Donc c'est une autre obligation à la charge de l'entreprise qui est de pouvoir quelque part documenter les traitements de données personnelles qui présentent un risque pour les droits et libertés des personnes. Donc en cas de traitement à grande échelle ou de traitement de données sensibles. Donc il va falloir décrire d'une manière assez précise et organisée les traitements, les finalités et l'évaluation aussi de la proportionnalité du traitement qui est réalisé. Donc ça reprend les principes qui sont posés de loyauté, de pertinence donc en matière de traitement des données personnelles. Et donc il faudra vraiment documenter, expliquer et justifier quelque part ce traitement de données personnelles. Alors, avant de parler des sanctions, ce qui est un autre pan important, un peu désagréable, mais malgré tout à considérer, quand on parle du RGPD, donc je reviens quand même sur les actions pour vérifier que donc l'entreprise se met sur le chemin de la conformité d'une manière recevable par la CNIL. Bien évidemment, donc, la première action immédiate, c'est l'audit, donc vérifier ce qui a été fait par l'entreprise. Je vous incite à étudier ce qui est fait en matière de protection des données personnelles au sein de votre entreprise. Et en deuxième lieu, donc, à établir votre plan d'action. Donc si c'est fait, quelque part, en cas de contrôle de la CNIL, qui peut arriver donc, au sein de grosses entreprises, mais également de petites entreprises. Donc moi, j'ai beaucoup de clients petites entreprises qui reçoivent la CNIL. Hein. Donc ça n'est pas réservé au Facebook, Google, LinkedIn. Vous pouvez présenter un plan d'action et vous pouvez expliquer quelle est la démarche. Et donc, c'est ce qu'attend la CNIL aujourd'hui. Ça sera sans doute plus le cas en 2019, mais en tout cas en 2018, c'est ce qu'attend la CNIL. Donc elle attend une intention d'aller l'intention, c'est plus important que d'avoir tout fait. Les diligences, l'intérêt de l'entreprise donc sur ce sujet. Mais la CNIL a conscience, et elle le dit, Isabelle Falk-Pierrotin, qui est la présidente de la CNIL, s'exprime elle-même d'une manière très ouverte pour dire que la CNIL n'attend pas une conformité à 100% d'une entreprise. Et donc ça me semble vraiment aller de soi dans la mesure où c'est très compliqué de se mettre en conformité. Donc les pouvoirs de l'autorité de contrôle sont très importants. Donc il y a un pouvoir d'enquête, de contrôle, donc soit à distance, soit sur site. Inopiné ou pas inopiné, donc la CNIL peut arriver à tout moment. Moi, j'ai des clients qui m'appellent pour me signaler, qui reçoivent donc le passage d'une personne de la CNIL accompagnée d'un ingénieur qui souhaite donc aller dans le système informatique pour regarder ce qui est fait par l'entreprise. Ce qui va intéresser la CNIL en premier lieu, c'est les problématiques de sécurité, donc de loyauté, de proportionnalité du traitement de données personnelles. Donc ça va être vraiment les grands axes prioritaires, mais elle va s'intéresser aussi à la façon dont les droits des personnes sont respectés, et notamment le droit à l'information, le principe de consentement est-il respecté, etc. En matière de marketing digital, il y a pas mal de contrôles, et en fait, la CNIL
communique sur le fait qu'elle souhaite pouvoir contrôler toutes les entreprises courant 2018. D'une manière plus ou moins, évidemment, importante. Donc, la CNIL, après avoir investigué, peut faire des mises en demeure, retirer des certifications si on a une, adresser des injonctions, c'est-à-dire imposer à l'entreprise de respecter certaines obligations. Elle peut donc infliger des sanctions et publier ces sanctions. Les sanctions financières, donc c'est ce qui a retenu l'attention de tout le monde. C'est pour ça qu'en fait le RGPD intéresse autant, je dirais. C'est parce que les sanctions qui sont prévues sont drastiques. Donc les sanctions financières qui pouvaient être imposées par la CNIL, donc dans le passé, sont passées de 150 000 € à 300 000 € avec la loi pour une république numérique, donc ça c'était en 2016, pour passer à donc 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Donc ça, c'est la catégorie de sanctions la plus lourde. Donc ce qui est évidemment sans aucune commune mesure. Je crois que j'ai mal passé ma slide. Donc, bon. Voilà, merci. Donc la CNIL a le pouvoir d'infliger des sanctions beaucoup plus lourdes. Donc il y a 2 catégories de sanctions. Les sanctions à 2% du chiffre d'affaires à 10 millions d'euros et celles à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. À ces sanctions financières qui peuvent être imposées par la CNIL, il y a évidemment les sanctions pénales et ou civiles qui s'ajoutent. Donc, sanctions pénales, on est toujours sur les mêmes principes. Ça peut aller jusqu'à 1,5 million pour les entreprises, 300 000 € pour les personnes physiques. Et responsabilité civile, c'est en fonction du préjudice qui est démontré par une personne, donc qui ira devant un tribunal civil. Bon, je peux vous citer quelques exemples de décisions rendues par la CNIL. Juste, Sabine, je précise, on va devoir faire vite parce qu'on devait terminer à 30 celle-ci. Très bien, bon. Alors, il y a plusieurs affaires en matière de sécurité où les entreprises ont été sanctionnées. Donc, c'était antérieur donc, au RGPD, donc les sanctions pouvaient représenter plusieurs centaines de milliers d'euros, mais donc on n'est pas sur 20 millions d'euros. On n'est pas encore sur 20 millions d'euros. Voilà. Donc peut-être pour terminer, comme je vous l'ai dit, donc la CNIL a une approche très pragmatique et donc elle va faire des vérifications plus ou moins rigoureuses selon les sujets. Et je vous invite à nouveau donc à mettre en place un plan d'action après avoir étudié très précisément ce qui se faisait au sein de votre entreprise. Je vous remercie de votre attention pour ce sujet. Merci Sabine. Ce que je vous propose en fait, c'est qu'on a prévu une pause de 16h30 à 17h. Sabine, tu es encore parmi nous ? D'accord, ouais. Avec plaisir. Non, c'était une question, oui, tu es encore avec nous. Alors ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions à poser à Sabine, tant qu'à faire, autant le faire autour d'un bon petit café. Ça vous va ? Comme ça, voilà, on va se prendre un petit café et puis en même temps continuer de te poser des questions sur ce sujet hyper structurant pour nous. Merci beaucoup, à toi, Sabine. merci. Merci bien.